Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre pour ce spécial politicien consacré au Burundi. Je suis toujours en compagnie de Madame Christine Nina Nyonsavi, ambassadeur du Burundi en France. Merci Madame d'être restée avec moi pour la suite donc de cette émission. Comment peuvent évoluer les rapports entre pouvoir et opposition au Burundi si le projet de réforme constitutionnelle soumis à référendum est adopté? Que deviendra l'accord d'Arusha? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signé Faba Marwan. En cas d'adoption de la nouvelle constitution, incluant notamment la prorogation du mandat du président Pierre Nkurunziza, les accords d'Arusha, signés fin août 2000 par 19 partis et qui interdisent à un chef d'État de rester au pouvoir plus de 10 ans, connaîtraient ainsi définitivement leur épilogue dans la crise socio-politique burundaise. Dans un même temps, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur de la crise burundaise, verrait sa mission s'achever en cas d'adoption de la nouvelle constitution, lui qui avait récemment constaté un véritable blocage dans le dialogue interburundais. C'est le sommet de tous les espoirs, mais aussi de tous les désespoirs. De tous les espoirs parce que nous estimons qu'il est plus que temps que les chefs d'État de la sous-région prennent le taureau par les cornes et qu'ils imposent à M. Nkurunziza qu'il accepte de négocier avec l'opposition et toutes les forces vives de la nation opposées au troisième mandat. Sans condition. Selon plusieurs observateurs, cette nouvelle constitution devrait instaurer un climat sociopolitique davantage délétère entre le pouvoir et l'opposition. Pour preuve, après avoir lancé depuis près d'un mois une campagne visant à expliquer les modifications qui vont être apportées à la constitution, le gouvernement a, pour l'heure, formellement interdit de faire campagne. Depuis lors, une vingtaine d'opposants accusés d'avoir fait campagne pour le non ont déjà été détenus en prison, remettant en question la volonté de dialogue en provenance du pouvoir. Si vraiment il y avait de la volonté, les armes que la communauté de l'Afrique de l'Est dispose sont nombreuses parce que, comme vous le savez, la crise d'avant 2000, donc c'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui a aidé pour que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation soit signé. Ni été l'implication de Nyerere et de Mandela et des chefs d'État de la sous-région, l'accord d'Arusha n'allait pas vraiment avoir le jour. Donc, pour nous, il suffit seulement de faire pression sur les partis en conflit. Dans une seule semaine, la crise burundaise va trouver des solutions. Pour rappel, le président Nkurunziza, au pouvoir depuis le 19 août 2005, décide de briguer un troisième mandat en 2015. Une situation qui a fait ressurgir un regain de violence dans ce pays d'Afrique de l'Est. Si aucune date n'a encore été fixée pour le référendum, celui-ci devrait se dérouler en mai 2018. Madame l'ambassadeur, en novembre 2017, donc il y a seulement quelques semaines, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa avait fait organiser le quatrième tour, si pour ainsi dire, d'un dialogue inter-burundais. Et à ce dialogue, le gouvernement burundais, les officiels burundais ne voulaient pas du tout entendre parler des mots dialogue et accord pour une sortie de crise. Pourquoi le gouvernement de votre pays entretient un rapport si difficile avec son opposition, notamment celle en exil? En 2017, donc oui, en novembre dernièrement, lorsqu'il s'est tenu ce quatrième tour de dialogue à Arusha, oui, il y a eu certainement des malentendus entre les personnes qui étaient là. Le gouvernement était bien sûr représenté parce que d'abord la majorité du gouvernement sort du parti CNDD-FDD. Sur le parti au pouvoir. Et ils étaient là. Et les autres partis politiques étaient là. Tous les partis politiques représentés, reconnus bien sûr dans le pays étaient là. La société civile était là. Tout le monde était présent pour dialoguer. Il y a un terme, les uns parlaient de négociation, les autres disaient dialoguer. Je crois que d'abord le terme de négociation, on sait ce que ça a amené. Ils ne sont pas partis négocier, ils sont allés dialoguer. Et quand ils Où situez-vous la nuance, la différence? Il y a une grande nuance. S'il vous plaît. Le dialogue se passe entre deux personnes qui s'aiment, qui se comprennent, et ils ne sont pas campés sur des positions quelconques, et ils ne viennent pas avec des idées préconçues.
D'accord. Ils ne viennent pas en disant « nous, on va négocier parce que nous devons rentrer dans le gouvernement ». Le gouvernement d'unité nationale. Voilà. Donc, quand les gens viennent avec ce mot de négocier l'entrée dans le gouvernement, ce n'est pas possible. On s'est déjà entendu qu'il n'y aura plus de négociation. Le pouvoir, c'est par les urnes. Si vous voulez participer dans le gouvernement, la voie est claire et simple et bien tracée au Burundi. Nous avons voté pour la démocratie. La Constitution définit les élections. Et les modalités d'accession, voilà, comme vous le dites, d'accession au pouvoir. Maintenant, quand les gens viennent avec l'idée de négocier l'entrée dans le gouvernement, vous comprenez déjà que leur mobile est faussé. Quant au dialogue, lorsque les gens dialoguent, ils peuvent même parler des choses qui sont contraires. Ils ne s'entendent pas sur une chose. Ils disent, écoute, on va continuer à travailler. Pour le dialogue, on travaille. Et on le fait de manière régulière. On dialogue le matin, on dialogue le soir, on dialogue autour d'impôts et on dialogue lorsqu'on a vraiment envie d'avoir la paix. Au Burundi, nous avons conduit l'exercice de dialogue national. Il y a eu, depuis 2015, une commission spéciale, la Commission nationale de dialogue interburundais, à l'intérieur, qui a commencé à faire le travail pour unir le Burundais, pour dialoguer, et ils ont vraiment dialogué. Et on a toujours demandé à ceux qui sont à l'extérieur de rentrer et rejoindre les autres Burundis pour continuer les dialogues à l'intérieur. La raison pour laquelle, avant que vous ne preniez un autre sujet, la raison pour laquelle je pense, et j'ai toujours pensé, que c'est mieux de dialoguer au Burundi, c'est parce que, nous avons une langue, une seule langue. Tout le Burundi parle une même langue, le Kirundi, et on se comprend. Même lorsqu'on veut faire des tournures des phrases, quand quelqu'un parle, on sait que la personne a fait une tournure ou la personne a parlé directement. Il y a une manière de se parler, de se comprendre. Ça, vous avez une sociologie particulière que vous connaissez. Il y a quelque chose de très important aussi. S'il vous plaît. Dans la culture burundaise, on n'a pas vu, là où les gens, les frères, appellent toujours les gens de dehors pour venir conduire ou être des intermédiaires dans un dialogue des frères. Il est toujours direct. Le dialogue est toujours direct chez Exactement. Vous avez des frères, je suppose, ou des sœurs. Vous avez une famille. Supposez, lorsque chaque fois, vous et votre frère, vous avez un différend, qui existe dans toutes les familles d'ailleurs, vous devez appeler l'ambassadeur du Burundi pour venir être au milieu de vous. Vous allez parler dans votre langue. Je ne vais peut-être pas comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. Et je vais être censé venir vous écouter et vous aider à dialoguer. Non, le dialogue se fait entre deux personnes qui se comprennent. Donc il n'aurait pas fallu accepter la médiation du président Benjamin Nkapa, c'est ce que vous nous expliquez, qui est considéré ici comme une personne extérieure au Burundi. Écoutez, pour les dialogues à l'extérieur, parce qu'il y a des personnes qui ont choisi de rester dehors, qui ont préféré continuer le dialogue à l'extérieur ou être supervisés par l'extérieur, c'est normal qu'il y ait des médiateurs extérieurs, des gens qui viennent accompagner. C'est d'ailleurs, c'est aussi normal. Lorsqu'il y a des médiateurs, lorsqu'il y a un facilitateur, quelqu'un qui vient aider, c'est tout à fait normal et naturel, mais il y a toujours des limites. Donc c'est le mot négociation qui a fait échouer le 4e tour du dialogue interburundais. Pas le mot comme tel, mais les mobiles. Les mobiles. Madame l'ambassadeur, quand je vous invitais à participer à cette émission, vous m'avez dit quelque chose de particulièrement intéressant et frappant. Vous m'avez dit que votre éducation et votre parcours font que vous êtes quelqu'un d'ouvert, que vous êtes ouvert d'esprit. Et vous avez précisé également que le gouvernement que vous représentez, l'État que vous représentez ici en France est aussi une institution complètement ouverte qui a besoin de tous les Burundais. Où est le problème finalement, qu'il s'agisse de dialogue ou de négociation? Où est le problème si on fait travailler, on fait contribuer tous les Burundais à la construction du Burundi de demain? Je pense que le problème reste dans les cœurs des personnes ou les mobiles, je parle toujours des mobiles ou des motivations spéciales des individus qui ne veulent pas retourner au pays. C'est vrai qu'à un certain moment... Mais vous qualifiez certains d'entre eux de terroristes. Ben, il y a eu des gens qui ont été des terroristes. Il y a eu des terroristes. Il y a des gens qui ont financé le soulèvement de la population au Burundi. Il y a des gens qui ont encadré les manifestations à Bujumbura. Des gens qui ont payé
des gens, pour des jeunes, pour aller dans la rue, circuler, tuer et ravager, faire le désordre dans le pays. Ces personnes, on les connaît. Il y a des personnes qui sont réellement recherchées par la justice et qui doivent répondre de leurs actes. Et ceux-là, ils se connaissent. C'est avec ces personnes que vous ne voulez pas discuter. C'est avec ces personnes, on ne peut pas. On ne peut pas discuter, dialoguer avec les putschistes. Comment est-ce que quelqu'un qui a voulu renverser les institutions au pouvoir, tuer les personnes, organiser des tueries, des manifestations, puisse dire que, bon, on va s'asseoir pour négocier? On ne négocie pas. Il y a des institutions qui sont là pour les écouter et éventuellement les sanctionner si sanctions il y a. Mais le problème, c'est que ces gens qui savent que eux, leurs actes sont punissables, ils se sont arrangés pour tenir une partie de la population en otage. Parce que nous avons des personnes qui sont tenues en otage et qui ne peuvent pas rentrer parce qu'on continue à alimenter dans leur cerveau, leur esprit, qui a la crise, qui a la guerre, qu'il ne faut pas rentrer au Burundi. Si votre contradicteur avait été là, M. Jean Minana, lui, il est le président du CNRAD, le Conseil national pour la sauvegarde des accords d'Arusha et de l'État de droit. Vous pensez que le parti ou l'institution, la formation politique qu'il représente n'est pas qualifiée pour discuter à la même table que vous de l'avenir du Burundi? Je me suis toujours posé une question de cette institution, le CNRAD. Vous savez, il y a des personnes qui ont été toujours opposants. Toujours opposants. Quand ils étaient au Burundi, ils ne se sont jamais assis sur la même table pour dialoguer. Ils n'ont jamais traité un dossier politique ensemble. C'était toujours en train de se poser comme actuellement. Et quand ils arrivent à l'extérieur, ils s'organisent pour se faire constituer une institution qu'ils représenteraient pour s'opposer contre le pouvoir en place. Et c'est ça le CNRAD. Celui qui devait être là, il a été président de l'Assemblée nationale. Plusieurs fois député ancien ministre de la Santé. Toutes ces choses-là. Oui. Ce sont des personnes qui, à un certain moment, ils ont été à la commande des choses. Oui. Mais les résultats, pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils ont conduit les choses, sont où? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire que pendant que j'étais là, la population a bénéficié de ceci ou de cela? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi-même qui ai évolué à l'étranger, quand je suis allée dans mon pays, j'étais émue de voir comment, depuis 2005, il y a eu une conduite du travail, de construire, rebâtir le pays dans la paix et la sérénité. Et c'est ça ce que les gens ne veulent pas. Parce que le Burundi a décidé de se reconstruire. Oui, sauf que la situation en termes de protection des droits humains est si difficile qu'en 2016, la Cour pénale internationale a dû ouvrir une enquête préliminaire. Mais on en parle dans la troisième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.